Bonsoir tout le monde, on a eu un week-end assez mouvementé, on va parler de ce qui s'est passé autour de Curve et aussi du côté de la blockchain Base. Il n'y a pas de gros sujets pour ce soir, on va voir pas mal de news à vrai dire. Je vous dirai pourquoi je pense que l'on est en train de sortir du bear market, donc n'hésitez pas à interagir si vous êtes sur le chat et si vous êtes sur la rediffusion YouTube, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Voilà, sur cette belle introduction, on va commencer par les hacks de la semaine. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, DeFi Lama c'est un des meilleurs sites pour la DeFi et il y a une section hack dessus. Ils vont pas forcément regrouper 100% des hacks qui existent, mais on peut déjà se faire une petite idée. On voit Curve, on voit JPEG, on voit Eraland. Il n'y a pas Kanagi, tiens. Kanagi c'était quand même 2 millions de dollars et j'en ai parlé, j'ai été exposé, donc forcément on va en parler. On commence du coup par Kanagi, Exit Scam. Ce qui était assez chelou, c'est que dans les audits, il y a un des deux audits qui a relevé qu'il y avait une fonction malicieuse qui permettait aux développeurs de retirer les fonds. C'était pas terrible, mais franchement, ils faisaient des partenariats avec d'autres protocoles. Même si le rendement était aberrant, on pouvait expliquer d'où il venait. Franchement, c'est un des plus beaux exit scams que j'ai vu. Bon, j'ai perdu des sous dessus, malheureusement, mais franchement, je m'y attendais pas. On continue, on reste sur la blockchain ZK Sync. Il y a Eraland aussi qui s'est fait exploiter, qui s'est fait hacker pour 1,7 million d'USDC. Moi, j'étais pas exposé au protocole, mais je me suis dit, il y a un stablecoin qui est un peu particulier sur ZK Sync et sur d'autres blockchains, c'est l'USD+. L'USD+, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un stablecoin qui génère tout seul des intérêts. Et je savais que une partie du collatéral de l'USD+, était déposée justement sur Eraland. Et tout de suite, quand j'ai vu ça, je me suis demandé, est-ce que ça se passe bien du côté d'Overnight ou quoi que ce soit. Si je dis pas de bêtises, ils avaient un truc comme 5% de leur collatéral dessus. Donc ça s'est vraiment bien passé pour le protocole. Et sur le marché secondaire, on peut même avoir un petit premium à acheter de l'USD+. Donc go, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. En plus, Overnight, ça c'est... Bon, à mon avis, c'est un petit projet. Si un jour ils font un airdrop, ce sera vraiment un petit truc. Mais le projet est sympa. Voilà, je suis content de voir qu'ils n'ont pas été plus impactés que ça par la nouvelle autour de Eraland. Une autre bonne nouvelle, c'est du côté de PalmSwap. Pareil, petit protocole sur la Binance Smart Chain. Il s'était fait hacker pour à peu près 1 million de dollars. Et le hacker, donc a priori c'était un white hat, il a rendu une partie des fonds, 80%. Il a pu garder 20% des fonds en accord avec la team. A priori, il ne sera pas attaqué, etc. Donc l'histoire se finit bien, tant mieux, j'ai envie de vous dire, pour PalmSwap. Malheureusement, là, on commence à partir dans les plus gros hacks. La petite dinguerie qui s'est passée ce week-end, Curve Finance s'est fait hacker. Alors, il n'y a pas si longtemps, il y a eu un petit souci sur Curve Finance. C'était, si je dis pas de bêtises, en gros, le site qui s'était fait hacker. Et il y a des gens qui ont réussi à mettre des fausses pages MetaMask, des fausses actions sur MetaMask. Et des gens sont tombés dans le panneau, mais c'était pas le smart contract, c'était pas le code de Curve Finance qui était impliqué, c'est l'hébergeur du site si je dis pas de bêtises. Là, c'est un vrai hack du côté de Curve Finance. Alors j'ai pas gardé le tweet de côté, mais en plus au tout début quand c'était tombé, Curve Finance s'était foutu de la gueule d'un autre protocole, parce qu'en fait ils pensaient que ça venait pas d'eux le souci, mais si ça venait bien de Curve Finance. C'est assez étonnant parce que il y a encore une semaine, tout le monde vous aurait dit que Curve Finance c'est un des projets les plus solides de la DeFi. Ça fait des années que c'est là, ça a jamais été hacké. Et vous voyez comme quoi il peut se passer des dingueries. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur Curve Finance ? Alors en fait, sur le protocole, il y a un langage qui est utilisé qui s'appelle le Viper et il y a une faille justement dans ce langage qui a permis à des petits malins, des petits gens pas très gentils d'utiliser une faille qui s'appelle le Re-Entrancy Attack, une attaque de re-entrée. Mais en gros, ça permet tout simplement à un hacker qui trouve cette vulnérabilité de vider une pool de liquidité, voilà, de la drainer, de partir avec les fonds. C'est pas mal à la mode en ce moment. Si on va du côté de DeFi Lama, on peut voir qu'il y a beaucoup de re-entrancy récemment, flash loan re-entrancy, flash loan, etc. C'est une attaque qui apparaît assez régulièrement cette année. Faites attention si jamais vous êtes exposé à un protocole qui a forké Curve. Donc il y a la pool de Metronome qui s'est fait hacker pour 1,6 million de dollars, la pool de JPEG 11 millions, la pool de Alchemix 13 millions. Techniquement, le système pour minter du AL, ETH, le collatéral, etc. Techniquement, je précise bien, ça fonctionne, mais en fait le hacker
hacker, il se retrouve avec en possession pas mal de Alchemix Ethereum, donc à tout moment, il pourra aller les dumper sur le marché. Et je sais pas si ça a été fait d'ailleurs, je sais pas si ça a bougé, mais c'est le risque en fait que vous avez si vous détenez du Alchemix Ethereum. Ouais, a priori, il a dû être dumpé un peu sur le marché, mais pareil, du coup, j'imagine du côté de JPEG et de Metronome. Suite à ça, il s'est passé pas mal de choses. J'ai oublié, il y a aussi une pool de liquidité Curve Ethereum qui s'est fait hacker, 22 millions de fonds ont été drainés. Le CRV, c'est assez connu, mais c'est un token qui est pas très liquide. Ça veut dire qu'on peut facilement faire baisser son prix. Du coup, le hacker qui a réussi à subtiliser 32 millions de CRV, il a tout vendu d'un coup. Je sais pas si on a l'image. Pendant un instant, le CRV, il a été à zéro. Vraiment $0, hein, c'est pas une blague. Sur la blockchain, évidemment. Michael Egorov, qui a en gros vendu des CRV de gré à gré, donc en OTC, comme on dit dans le jargon. Donc, il y a Cream.Finance, il y a Justinson aussi qui ont acheté du CRV à un prix de 40 centimes en OTC. D'ailleurs, Michael Egorov, le CEO de Curve Finance, il a une grosse position sur AAV, et justement, c'est pour ça qu'il y a un peu de FUD sur AAV. Je crois qu'il a 250 millions de CRV, si je dis pas de bêtises, ou 250 millions de dollars en CRV. Vraiment une très grosse position. Si le CRV descendait à 42 centimes, je crois, si je dis pas de bêtises, il se faisait liquider. Alors, AAV, ils utilisent un oracle qui s'appelle Chainlink. Bon, ça, je pense que de nom, vous connaissez. Et je sais plus techniquement exactement comment ça fonctionne, mais je crois qu'en gros, ils donnent le prix 2-3 fois par jour ou une fois par jour. Et c'est pour ça qu'en fait, même si le CRV était descendu en dessous de 40 centimes, il n'a pas été liquidé. Parce que, on va dire, le prix de l'oracle, il a été pris ici, et ensuite, il a été pris là, par exemple. Donc, entre deux, on était en dessous de 40 centimes, mais au moment où Chainlink qui prend le prix de l'actif, on n'est pas en dessous de 42 centimes. Donc, Michael ne s'est pas fait liquider sur AAV. Et par rapport à Metronome, il y a des fonds qui ont été redonnés à Curve Finance. Il y a eu un MEV-bot, donc les MEV, les attaques front-run, c'est des petits malins qui ont des bots qui vont détecter une opportunité d'arbitrage, etc. et qui vont en gros passer des transactions avant vous. Et du coup, il y a un bot qui a réussi à passer une transaction avant un hacker qui a récupéré 2900 Ethereum à peu près. C'est Coffee Babe, son nom sur Ether. Et voilà, elle a rendu du coup 5 millions d'Ether, 5 millions de dollars pardon d'Ethereum à Curve. C'est pas grand chose par rapport à tout ce qui a été volé. Oh si, c'est pas si mal quand même, c'est 10% à peu près, même plus de 10%. En soi, c'est pas une si mauvaise chose. On a Multichain, une des adresses autour de Multichain qui a déplacé des bitcoins. Ça a été converti en USDT et ensuite ça a été déposé sur Kraken. Tether, ceux qui gèrent l'USDT, à tout moment ils peuvent geler une adresse. À mon avis, voilà, la personne qui a bougé ses BTC, qui les a convertis en USDT, a fait les choses assez rapidement. Il y a plein de manières plus discrètes, on va dire, de faire disparaître de l'argent, comme il s'est passé avec Kanagi. Par exemple, les gens qui ont fait l'exit scam sur Kanagi, ils ont utilisé Tornado Cash, donc qui permet d'anonymiser entre guillemets un transfert d'Ethereum. Je dis entre guillemets parce que c'est plus compliqué que ça, mais globalement, à mon avis, les développeurs de Kanagi Finance, on saura jamais qui c'est, on saura jamais ce qu'ils feront des Ethereum. Mais ouais, là, pour le coup, c'est pas très discret de convertir des bitcoins en USDT et de les déposer sur Kraken. Je pense qu'ils peuvent être retrouvés assez facilement. On a aussi Rodeo Finance. Alors, ça s'est passé un petit peu plus longtemps, mais je l'avais pas couvert. Ils se sont fait hacker, je sais plus, 900 000 dollars, je crois, à peu près. Ouais, l'impact a été de 900 000 dollars. Plutôt impactant, vu que le protocole est assez récent, etc. Je pense que c'est heureusement, ils ont fait une levée de fonds, ils ont des liquidités, ils vont pouvoir rembourser une bonne partie de ce qui a été volé, mais ça va se faire de manière linéaire. Chaque semaine, ils vont remettre des fonds dans la pool de liquidité, et en gros, pour l'instant, si vous avez déposé $1 sur Rodeo, vous pouvez sortir 63 centimes, et toutes les semaines, en fait, ils vont rajouter des liquidités, donc vous pourrez sortir un petit peu plus chaque semaine. Mais faites attention quand même si vous avez des fonds sur Rodeo. Voilà. On passe à la dernière news. Alors celle-ci, elle est assez rigolote. C'est le token BALD sur la blockchain Base. Alors vous avez probablement entendu parler de toute cette hype parce que ça a pris une envergure assez folle en très peu de temps. Le token, il a fait, je sais plus, un plus 400, non pas un plus, un fois 400 ou un fois 1000. C'est vraiment zinzin. Sauf que là, on peut voir qu'il n'y a plus que $26 de liquidité. C'est très faible. Il y avait des millions de dollars de liquidité. Tout simplement, je vais vous montrer ce qui s'est passé en quelques clics. On va mettre qu'un certain type de transaction, c'est le remove, les gens qui ont retiré de la pool de liquidité. On va mettre un filtre de 50 Ethereum et on peut voir qu'il n'y a qu'une seule adresse qui a fait des removes avec plus de 50 Ethereum, dont un remove de 7000 Ethers quasiment, 1800, 1000 par là, voilà. Et c'est
à chaque fois c'est exactement la même adresse, on peut voir que c'est toujours les mêmes chiffres ici. Si je vous disais que cette adresse appartenait à SBF, est-ce que vous me croiriez? C'est fou, mais c'est potentiellement probable que ce soit SBF derrière cette adresse. Les gens sur Twitter ont été creusés un petit peu et du coup il y a Coin Academy qui a fait une synthèse un petit peu de tout ça, c'est très intéressant. Il y a des gens qui se sont amusés à comparer la manière dont SBF répond sur les réseaux sociaux et dont le compte Bold répond. Et SBF il avait tendance à souvent répondre correct sur tout simplement sur des commentaires. Et le compte Bald, il faisait le même genre de réponse. Déjà, c'est un premier indice. Mais le plus intriguant, c'est l'adresse qui a lancé le contrat du Bold. En fait, cette adresse, elle a déjà interagi avec d'autres adresses qui sont pas du tout anecdotiques. Alors, l'adresse, déjà, c'est une baleine. Donc, c'est assez rare que ce soit des baleines. Généralement, les gens qui vont faire des exit scams, etc., ils n'ont pas 2000 Ethereum. Déjà, la baleine, elle a interagi avec des quantités à 7 chiffres en dollars avec FTX. Aussi avec Alameda. L'adresse a interagi il y a 780 jours avec Alameda pour des valeurs de 2 millions de dollars quasiment. Ça fait quand même beaucoup de hasard. Il y a d'autres indices encore autour de ça. Donc est-ce que ce serait vraiment SBF ou en tout cas quelqu'un de chez FTX, un ancien de chez FTX qui aurait initié ce scam? Et en plus, cette adresse a aussi a priori participé au dépeg de l'UST en vendant des grosses quantités d'UST juste avant qu'il commence à dépeg. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Des petits retraits du côté de FTX. Oh bah tiens, c'est bizarre quand même. Maintenant qu'on a vu les hacks, on va aller voir un petit peu les petites news de la semaine que je vous ai sélectionnées. On va commencer. Qu'est-ce qui s'est passé toujours du côté de la DeFi? On a le stablecoin MAI qui est en sacré dépeg en ce moment. Alors il était descendu à 93 centimes, même 92. Actuellement, il est plus autour de 95 centimes, mais il n'a pas l'air décidé de vouloir remonter plus haut. On peut regarder sur 14 jours, sur 180 jours. Ça faisait déjà un petit moment qu'il était en train de décrocher très légèrement. Il y a pas mal de choses qui me font penser en fait que ce stablecoin ne puisse jamais repeg. Pour moi, il y a vraiment des problèmes systémiques sur le MAI. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs, ça vous intéresse. Et pour résumer très simplement, on peut voir la section Analytics, les données autour du MAI, donc de ce stablecoin, et on va voir qu'il y a de la sacrée mauvaise dette sur le protocole. Donc du côté de la blockchain Phantom, on peut voir qu'il y a pas mal de MAI qui sont mintés, alors surtout avec du BTC, mais vous allez me dire, il n'y a pas de souci, il y a 1 million de MAI qui sont mintés, mais le collatéral ratio il est de 206%. Ça veut dire qu'on a 2 fois plus de collatéral. Mais ça c'est faux, parce qu'en fait le Bitcoin sur la blockchain Phantom, on en a parlé quand multi-chain c'était finito. Le Bitcoin sur Phantom il vaut pas 28 000 dollars, 29 229, on peut le voir en haut de l'écran. Il vaut 2500 dollars si c'est pas moins. Le DAI pareil, il est plus à 1 dollar, il y a 200 000 MAI de minté. On a du côté d'Arbitrum, là c'est abusé, c'est même pas un dépeg ou quoi que ce soit. Il y a 427 000 MAI et il y a une grosse mauvaise dette, il y a que 40% de collatéral. Alors vous allez me dire, oui mais il y a les bitcoins à côté qui sont surcollatéralisés, mais ça équilibre pas du tout en fait par rapport à la dette. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de dette en fait que de collatéral. Là c'est toutes les adresses importantes de MyFinance. On va revenir sur ça juste après. D'abord on va regarder cette baleine avec des guillemets sur la blockchain, sur pas une blockchain, sur D-Bank. Sur cet outil on peut voir tout ce qu'il y a dans un portefeuille et on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de MAI sur ce portefeuille. Dans le wallet il y a 9 millions de dollars, c'est que du MAI sur plein de blockchains. On a notamment 3 millions de MAI sur Phantom. D'ailleurs sur Phantom le MAI est à 55 centimes. On a aussi plein de pools de liquidité avec du Axelar MAI. Donc en fait ça permet tout simplement aux gens de pouvoir trader le MAI. Sauf qu'il y a un petit souci quand on regarde la répartition sur certaines pools de liquidité. Regardez la pool sur Optimism. Vous voyez pas le problème? Alors pour ceux qui sont pas habitués à la DeFi, vous le voyez peut-être pas, mais pour échanger des cryptos sur une pool de liquidité, en fait il faut faut mettre les deux actifs. Si on met qu'un des deux actifs, on peut pas l'échanger, ou alors on peut l'échanger que dans un sens. Là ça veut dire qu'on va pouvoir acheter du Axelar MAI, mais on va pas pouvoir en vendre. Enfin après il y a une deuxième position où on voit des MAI, mais il y a très peu de liquidité par rapport au Axelar MAI. Donc je me demande s'il n'y a pas un arbitrage ou un truc bizarre de ce côté-là.
Du côté de Polygon, c'est l'inverse. On a 1 million de Mimatic, donc c'est l'ancien nom du MAI, et 4000 Axelar MAI. C'est vraiment n'importe quoi. Il y a des millions de liquidités sur plein de blockchains. On peut se dire, ok, c'est des MAI, mais peut-être que c'est une adresse du protocole MyFinance qui les back avec leur trésorerie et que ça permet juste en fait de donner de la liquidité sur le marché. Alors je vais répondre à plusieurs questions. C'est une adresse de MyFinance. Ça permet justement d'apporter de la liquidité sur le marché. C'est le principe de cette adresse. Mais c'est pas des MAI backés. Tout l'argent que vous voyez ici, c'est pas backé. C'est des stablecoins qui ne sont pas backés. Donc déjà, juste avec cette adresse, le MAI il devrait valoir 30 centimes. Voilà, tout simplement. Et comment je sais du coup que c'est pas backé? Eh bien parce que dans la documentation, on peut voir les adresses importantes de MyFinance. Voilà, elle est ici l'adresse. Dans les adresses qui appartiennent du coup à la DAO de MyFinance, on a cette adresse Bridge Operations, entre parenthèses UMH. UMH, ça veut dire quoi? Unbacked My Handler. Donc c'est une adresse qui détient des MAI qui sont pas backés. J'avais fait un thread le 31 décembre sur ça et il y avait déjà des choses qui allaient pas, mais là c'est encore pire. C'est encore pire. Bref, c'est pas la seule news que j'avais. Du coup, on a WorldCoin. Ça, vous me l'avez demandé au début du live. Bon, pour moi, c'est voilà, j'avais mis envie de vomir sur la vidéo autour de WorldCoin. À Paris, il y a un endroit, c'est un bar, si je dis pas de bêtises, où il y a la petite orbe là. On peut aller mettre son iris et se faire scanner son œil pour récupérer 40 tokens, je crois. Ça vaut 100 balles à peu près. C'est qui déjà? C'est la CNIL qui a lancé une alerte par rapport à ça. Bien sûr, ils vont juste vous prendre vos données, votre empreinte rétinienne, mais vous en faites pas. Ils vont pas vendre vos données, ils vont rien faire de grave avec, y a pas de souci. Hein. Clairement, ça pue ce truc. Hein. C'était le sujet dans le dernier live, dans la dernière rediffusion, pour ceux qui sont que sur YouTube. Je vous avais dit que ça sentait un petit peu la shitcoinerie, tout ça, et j'avais raison. Alors si on regarde sur 24 heures, on croirait pas, mais si je me mets sur 14 jours, là je suis sur Loot par exemple, un des projets dont j'avais parlé, ça s'est pété la gueule. On avait vu Genie, oh bah tiens, oh bah tiens, mais dis donc. Et on a toute la thématique, hein, on peut aller voir les Telegram bots, on va regarder sur une semaine. Alors forcément, voilà, il y en a des nouveaux qui sont arrivés, mais sur une semaine, il n'y a pas beaucoup de trucs dans le vert. Hein. Il y a quand même beaucoup de projets qui sont dans le rouge, et il y en a beaucoup qui sont à du moins 50, moins 70%, etc. Du côté de Aerodrome, c'est plutôt sympa. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être la version sur la blockchain Base de Velodrome. Donc Velodrome, c'est un des plus gros protocoles sur Optimism pour échanger des cryptos. Et si jamais vous avez du token Velo staké, c'est cool, vous devriez a priori recevoir un airdrop sur Aerodrome quand la version officielle, on va dire, de Base sera lancée. A priori, si vous avez du bike, vous allez aussi être éligible à l'airdrop d'Aerodrome. Donc pour l'instant, a priori, il n'y a pas forcément d'intérêt à aller le vendre tout de suite. Quoique, ça vaut quand même un peu plus de $100, donc c'est pas rien, c'est un petit airdrop sympathique. Mais surtout, il y a eu un meme coin du côté de la blockchain Optimism, on a eu le token bike, mais du côté de la blockchain Base, on va voir Aerodrome. Et du coup, le meme coin qui va aller avec, ça va être le Plane. Et comment être éligible à ça? Eh ben, il va falloir tout simplement détenir du token bike ou éventuellement du token bold, chauve, du token chauve pour ceux qui en ont. Voilà, si jamais vous êtes fait avoir par ce rug pool dont on a parlé un petit peu plus tôt. Aerodrome, il n'y a pas encore si longtemps, ils disaient qu'ils n'avaient pas fait de snapshot, etc. Donc, a priori, l'airdrop est toujours farmable. Mais voilà, réfléchissez quand même avant de le farmer parce que c'est pas vous faites une transaction ou deux et vous êtes éligible. Là, il faut acheter un token, le bloquer, etc. Bref, ça, vous faites comme vous voulez. Grosse news qu'il y a eu cette semaine aussi, c'est la Société Générale, donc la branche Forge plutôt, qui devient la première entreprise à obtenir l'agrément PSAN. Il y a deux niveaux de PSAN en France. Hein. Il y a le niveau 1, c'est avant l'agrément, et le niveau 2, qui est ultra chiant à obtenir. Alors, je vous dirai pas techniquement ce qu'il faut apporter si vous êtes une entreprise, mais voilà, c'est très difficile à obtenir. La preuve, hein, sur une 60aine d'entreprises qui ont déjà le premier niveau PSAN, là, il y en a qu'une qui a réussi à avoir l'agrément, et voilà, c'est quand même la Société Générale, donc c'est pas n'importe qui, on va dire. Rabi Wallet qui a lancé aussi les testnets. Maintenant, on peut ajouter les testnets sur Rabi. Ça, c'est pour ceux qui aiment bien farmer des airdrops. Vous en avez probablement besoin. Gravita Protocol. Si jamais vous avez entendu parler de l'airdrop de Maverick il n'y a pas si longtemps, ça, Gravita, c'est un autre protocole qui pourrait faire un airdrop. Gravita, c'est un protocole un petit peu comme Liquidity où on peut minter un stablecoin. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire avec ce stablecoin du côté d'Arbitrum, mais si jamais ça vous intéresse, moi je vous invite à faire un tour de ce côté-là. Dans tout ce marasme, on a Tether qui vivent leur plus belle vie. Déjà au premier trimestre 2023, ils avaient fait un bénéfice d'1,5 milliard. Là, il y a encore 850 millions de dollars. Ils ont quasiment 2 milliards en Bitcoin, 3 milliards en métaux précieux. Enfin c'est zinzin. C'est le stablecoin sur lequel tout le monde crachait dessus et maintenant il y a tout le monde qui les suce. Ça me rend fou ça. Ah là là, quand je me souviens quand il avait des pegs à 95 centimes,
centimes, là, tout le monde tirait dessus, alors que c'était le meilleur moment pour en acheter. Voilà, la market cap de Tether. Il y a aussi une whale qui avait acheté du Uni à une moyenne de 6,44$. Il a mis 1067 Ethers contre du Uni. Pareil, le Uni token de gouvernance, lui pour le coup c'est vraiment un token de gouvernance pur. On peut pas le staker, on peut pas en farmer. Il a encore moins d'intérêt que le CRV, je trouve. Mais il y a des baleines qui continuent d'en acheter, c'est assez rigolo. Je vous ai parlé vite fait de Maverick. Il y a un truc assez smart qu'on peut faire si on a des stablecoins, c'est de parier à la hausse sur Ethereum. C'est pas si compliqué que ça. Vous prenez une pool USDC Ethereum, de préférence avec 0,1% de frais ou 0,15%, c'est celles qui vont générer le plus de frais, donc le plus d'intérêt, et vous vous mettez en mode right. Le mode right, le mode de droite, ça veut dire que vous allez parier à la hausse sur l'actif de droite, qui est Ethereum. Next, et là vous déposez des stablecoins, et en fait, en fonction du prix de l'Ethereum, votre position va suivre son prix, mais que quand il monte. C'est-à-dire que s'il descend, vous allez être full Ethereum, et s'il monte, bah voilà, vous allez engranger des frais, etc. C'est une sorte de long sur Ethereum, mais assez particulier, parce que en plus de bénéficier de la hausse d'Ethereum, vous allez récupérer des frais sur le protocole, et en ce moment c'est une machine à cash Maverick, ça génère énormément de frais. Si je dis pas de bêtises, il y a moyen de faire la position au sens inverse, du coup de se mettre en mode left avec la même quantité mais en Ethereum, et du coup d'avoir une position delta neutre et juste d'engranger des frais. Et quand on voit sur 24 heures les APR jusqu'où ça peut monter, bon bah, ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut faire sur Maverick. Sur 24 heures il y a 19 millions de dollars de volume, sur Ethereum 178 millions, gros protocole en ce moment. Et c'est pas dit qu'ils refassent pas un airdrop d'ailleurs. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous êtes sur la rediffusion. À votre avis, est-ce que le fait qu'il y ait de plus en plus d'investisseurs privés, on va dire institutionnels, qui se mettent à verser de l'argent sur le marché crypto, c'est bon signe? Est-ce qu'on croit les chiffres? Est-ce qu'on croit les sentiments du moment? Je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires et voilà. Je vous embête pas plus pour ce soir. Salut tout le monde!